Bonjour Francesca Tortorella. Euh, je suis très content que vous soyez là, que vous ayez intégré le Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes. Vous avez étudié à Sienne, en Italie, à Strasbourg, vous enseignez à Lille. En fait, vous devez vous sentir ardente européenne. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre parcours et sur votre idéal européen? Bonjour Michel et merci beaucoup à vous et un grand merci pour cet entretien et pour m'avoir intégré dans les conseils scientifiques de l'UF. Alors, pour vous répondre, pour ce qui est de mon parcours, j'ai grandi à Lecce, une ville du sud de l'Italie, des Pouilles, juste en face de l'Albanie et de la Grèce, et j'ai baigné dans les idéaux d'une Europe unie, dans un milieu familial fortement européiste, et j'ai eu une formation classique. Et cela est important parce que je dirais que c'est cette formation qui a façonné notamment mon sentir européen. Après, je fais, comme vous l'avez dit, mes études universitaires à Sienne et à Strasbourg. Donc, la Toscane et l'Alsace, deux régions pour des raisons très différentes, profondément européennes par leur histoire, leur patrimoine. Dans ces deux universités, j'ai rencontré mes mentors, au terme vraiment littéral grec, et les professeurs Ariane Landwit et Sylvain Schirman, qui, et aussi de façon différente, m'ont aidé à non pas seulement sentir, mais à penser l'Europe. Aujourd'hui, je suis enseignante-chercheuse en histoire à l'Université catholique de Lille et j'essaye d'agir et réfléchir pour et sur l'Europe. Donc oui, vous l'avez très bien dit, je suis une ardente européenne et j'ajouterai aussi une ardente méditerranéenne et une ardente citoyenne du monde. Donc, comme on le sait, l'identité est toujours plurielle. Et quel est mon idéal européen? Euh, pour y répondre, il faut d'abord que je précise peut-être mon sentir européen. C'est vraiment la conscience d'appartenance à une même civilisation, parmi d'autres civilisations évidemment, une civilisation qui a ses racines dans le monde gréco-romain et je dirais dans la pluralité de la mer Méditerranée et qui n'a rien à voir avec une dimension raciste, ce que finalement Jacques Le Goff a défini comme l'un des mauvais démons de l'Europe. Jacques Le Goff, il est l'un de mes maîtres à penser aussi. Je me retrouve parfaitement dans ce que défend l'écrivain, historien et résistant antifasciste du Val d'Aoste, donc une région bilingue, Federico Chabot, qui écrivait Le sentiment européen est un sentiment de solidarité morale et de connexion spirituelle et non de solidarité raciale. C'est finalement le volontarisme et non le naturalisme qui nourrit ce sentiment d'appartenance et qui est finalement à l'origine de mon engagement pour l'Europe et de mon idéal européen. Et je tiens à souligner, je ne suis pas pour n'importe quelle Europe, mais pour une Europe fédérale, inclusive et démocratique, capable de rejeter définitivement ses ombres, le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination, et de mettre en exergue ses lumières, la défense de la dignité humaine, les droits civils et politiques, les droits sociaux. Voilà pour moi l'âme de mon Europe. Merci Francesca. En fait, vous avez rédigé et obtenu votre thèse en réfléchissant sur un sujet important qui est l'antifascisme. Le titre de cette thèse était Un antifascisme européiste de la naissance de Giustizia e Libertà à la dissolution du Partido d'Azione, Mhm. 1929-1947. Vous pourriez nous dire quelques mots sur cette thèse, résumer sa signification et en quoi elle résonne encore aujourd'hui, face au défi de la montée d'une certaine forme de fascisme, malheureusement, dans de nombreux pays, dont l'Europe. Oui, bien sûr. Alors, les propos de mon travail doctoral a été de suivre avec une approche transnationale ou en tout cas dans une dimension européenne l'évolution du débat européiste mené d'abord dans les mouvements antifascistes italiens Giustizia e Libertà, né dans l'exil à Paris en 1929 dans un milieu politico-intellectuel républicain, socialiste et libéral, puis dans le Partito d'Azione qui, lui, naît dans la clandestinité en Italie en 1942, un des acteurs donc principaux de la résistance armée en Italie et dont les racines culturelles et politiques renvoient à l'expérience de Justice et Libertà. Et ces antifascistes opposent au fascisme une révolution démocratique
capable de bâtir une société nouvelle, harmonisant la meilleure tradition politique européenne. D'un côté, la justice et l'élan égalitaire du socialisme, et de l'autre, les concepts de liberté humaine du libéralisme. L'européisme politique de ces antifascistes découle directement de leur bataille antifasciste. Et néanmoins, la dimension européenne est présente depuis les débuts. L'arrivée au pouvoir du nazisme en Allemagne en 1933 représente pour eux un tournant. En quoi? Dans l'interprétation même du fascisme. Le fascisme n'est plus l'autobiographie de la nation, comme l'a défini l'antifasciste libéral Piero Gobetti, pratiquement un mois après la marche sur Rome en 1922, et dérivant du coup des mots propres à l'histoire italienne, mais le fascisme devient le résultat d'une crise plus profonde de la civilisation européenne. Ainsi, la lutte antifasciste assume une portée européenne et l'Europe démocratique devient l'idée force à opposer à ce qu'ils appellent l'anti-Europe fasciste, donc une Europe démocratique politiquement, bien évidemment, unifiée. Et face aux défis actuels et dans une période de crise de ce qu'on appelle la vieille Europe, non seulement de l'Union européenne, je crois que les études historiques pour la mise en lumière des idées, des débats et des projets autour de l'unité européenne antérieure au processus d'intégration européenne fonctionnaliste finalement du second après-guerre peuvent représenter des instruments d'analyse importants. Elles peuvent être une clé pour comprendre les succès et les limites de ces processus de construction européenne jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, dans ma thèse, je souhaitais vraiment donner et avoir un regard plus complexe sur les facettes différentes et multiples de penser l'Europe, pour citer Edgar Morin, en mettant vraiment en exergue une idée d'unité de l'Europe qui est loin du mainstream actuel de l'Union européenne. Pensons tout d'abord à la priorité de l'unité politique de l'Europe par rapport à l'élément économique, à la perspective constitutionnelle pour donner une base fortement démocratique à cette unité, ou encore à la dimension sociale qui n'est pas du tout oubliée, bien au contraire, est au cœur du dessin européiste de ces antifascistes. Enfin, de telles études fournissent, à mon sens, des éléments pour enrichir les débats politiques actuels et peut-être, mais j'y crois pas trop, pour aider les mondes politiques à sortir de l'impasse dans laquelle, évidemment, ils se trouvent. Merci Francesca. En fait, plus récemment, je crois que c'était en 2022, vous avez rédigé un article sur Silvio Trentin, L'étrange défaite et la résistance. Bon, chez nous, en Mhm. France, mais aussi en Europe, en fait, ça résonne avec Marc Bloch, avec son livre de Oui. 1940, L'étrange défaite. C'est une coïncidence, mais ça correspond malheureusement à l'ère du temps. Ce matin, Mhm. dans Le Monde, l'historien Olivier Virvorka publie un article. Le contexte actuel présente quelques ressemblances avec la situation qui prévalait avant la Seconde Guerre mondiale. Alors moi, je vous Mhm. pose la question, comment vivez-vous les bouleversements géopolitiques que nous vivons actuellement? Et Mhm. dans ce contexte-là, est-ce qu'il sera possible, est-ce qu'il est possible de percevoir un réveil européen, une certaine renaissance, comme par exemple Alexandre Melnik nous l'a cité Mhm. récemment? Oui. Ah oui, effectivement. Alors, tout d'abord, peut-être pour répondre sur l'article. Dans l'article sur Silvio Trentin, j'analyse un manuscrit de l'antifasciste et juriste Silvio Trentin qui s'exile en France, plus précisément dans le sud-ouest, dès 1926. Et son texte, L'abdication de la France ou la fin d'un monde, note d'un survivant, paru Mhm. d'ailleurs pour la première fois en 1972, est un témoignage de la débâcle de juin 1940 et son manuscrit dépeint le sentiment général des milieux de l'antifascisme et bien évidemment plus en particulier de l'exil, une sensation de fin d'un monde incarnée par l'effondrement du système politique libéral et démocratique qui s'était affirmé en Europe, disons, tout au long du 19e siècle. Et son analyse fait effectivement écho à celle de Marc Bloch dans son L'étrange défaite. En effet, les juristes italiens et l'historien français partagent l'opinion selon laquelle la France n'était pas préparée à la guerre et la cible principale est aussi l'attitude du français moyen qui renonce à tout type de risque au nom de la sécurité.
Mais la différence majeure entre les deux est tout d'abord que la défaite pour Trentin s'inscrit dans une longue série de défaites pour l'antifascisme à partir des années 20, tandis que l'action proprement politique des blocs eh ben, commence avec l'étrange défaite. Ensuite, Bloch, bien plus que Trentin, est en mesure de comprendre les raisons militaires de la défaite, car il a vécu directement la guerre, tandis que Trentin vit la guerre depuis le sud-ouest, donc loin du champ de bataille, malgré lui, car il aurait bien voulu combattre, mais Paris refuse d'enrôler les volontaires italiens afin de ne pas embêter l'Italie, qui après, comme on le sait, attaque la France lorsque son voisin est déjà battu. Donc voilà, vive la couardie, disons. En tout cas, ce qui est important, c'est que malgré tout, Trentin n'abandonne pas l'espoir d'une victoire ultime contre ce qu'il considère comme l'anti-Europe. Et en effet, lui, comme Marc Bloch, mourront de la main nazie et fasciste dans ces combats existentiels qui est pour eux la résistance. Et Trentin, effectivement, y voyait la Renaissance. J'arrive à l'actualité, bien évidemment, puisque Trentin a été l'un des premiers à voir dans le fascisme les symboles de l'anti-Europe, ce qu'il appelle également antidémocratie, titre de son ouvrage paru à Paris en 1930 dans la librairie Valois. Donc, pour venir à la seconde partie de votre question, je suis d'accord que le contexte actuel présente quelques ressemblances avec les années 30. La montée de l'extrême droite notamment, mais aussi la situation de crise économique et la réponse des classes dirigeantes traditionnelles. Je pense aux politiques de rigueur budgétaire aujourd'hui, nous dirions d'austerity, du chancelier allemand Heinrich Brüning. Et pourtant, je dirais aussi qu'il y a des ressemblances, et parfois j'ai l'impression qu'on l'oublie, avec les années précédentes, la Première Guerre mondiale. La montée des nationalismes, l'esprit guerrier, les va-t-en-guerre. Et personnellement, je vis très mal notre actualité. Tout d'abord parce qu'il me semble qu'il n'y a pas la place pour l'échange et les dialogues. Tout se réduit toujours à un tweet ou à un X, comme on le veuille, et il manque l'analyse complexe. Et c'est d'ailleurs même pour cela que je suis très heureuse d'avoir été intégrée dans les conseils scientifiques, l'espace vraiment des libertés, d'échanges respectueux, et malheureusement aujourd'hui, il faut le souligner. Et, et je ne vois pas non plus l'espace pour un réveil européen. L'Europe a sans doute le potentiel pour la Renaissance, pour une éventuelle Renaissance. Je pense justement à l'Europe comme à la patrie du droit, les lieux où les citoyens ont accès à un système sanitaire qui fonctionne, à une éducation de qualité, à une assistance sociale qui ne laisse pas les gens mourir de faim. Donc pour moi, l'Europe a ses potentiels pour renaître. Et elle a également les moyens, l'argent, pour être clair, pour le faire. Mais pour moi, il n'y a pas une classe dirigeante, politique, mais aussi intellectuelle, capable de porter vraiment une nouvelle vision, de parler à nos concitoyens et de porter voilà, une vision ainsi que les enjeux de cette renaissance. Voilà. Merci Francesca. Effectivement, c'est pas très optimiste, mais si. Euh, Quelques mots quand même sur le fédéralisme, parce que vous venez de rejoindre le conseil Oui. scientifique de l'UF, c'est que visiblement vous êtes convaincu que l'idéal Mhm. fédéraliste est quelque chose d'important. Les circonstances que nous vivons actuellement sont-elles propices pour une plus grande fédéralisation de l'espace européen? Et quelles en sont les contraintes principales? Pourquoi on n'y arrive pas si facilement? Oui, bon, vous l'avez dit vous-même juste avant, hein, on est un peu dans le pessimisme là, et du coup, en toute honnêteté, je trouve que non, les circonstances actuelles ne sont pas propices. Et par rapport aux contraintes, je vous en donne une seule, c'est-à-dire l'État-nation. Celui-ci est encore l'acteur principal des relations internationales en Europe, y compris au sein de l'Union européenne. Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression même que mm, moi, je vois beaucoup de personnes réfléchir encore en termes exclusivement, ou en tout cas majoritairement nationaux. Donc, après, peut-être on fera des nécessités et vertus, comme on dit, c'est-à-dire que face aux superpuissances autour de nous, eh ben, il faudra s'unir pour ne pas mourir, ou en tout cas pour ne pas disparaître. Donc, effectivement, moi, je vois dans la fédération de l'Europe la seule solution, mais je ne vois pas des circonstances propices actuellement, malheureusement. Merci. Euh, Enfin, on le sait dans le monde, le fédéralisme est quand même présent sous des formes diverses. Certains disent Mhm.
on a plus ou moins 40% des pays dans le monde qui seraient fédéralistes à des degrés divers. Parce que si on met Mhm. La Russie est aussi fédéraliste, mais on n'est pas sûr que ce soit les mêmes idéaux. Mm. Alors, présents dans de nombreux pays au monde, les États-Unis, l'Inde, la Suisse, l'Allemagne. Et en fait, j'ai vu que vous avez travaillé aussi sur l'Amérique latine. Oui. Travaillé sur l'Amérique latine. Et assez curieusement, malgré les rêves de Bolivar et d'autres, le- la, la fédéralisation, le fédéralisme ne s'est pas fait. Pour quelle raison? Et Mhm. question subsidiaire, dans le contexte que nous vivons, européen, est-ce qu'il n'est pas encore temps d'essayer de travailler davantage avec l'Amérique latine, qui est quand même notre frère ou sœur sur le plan de certaines valeurs culturelles, Oui. démocratiques et de civilisation? Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que oui, je suis certaine qu'on partage, je dirais, une même culture avec ces pays, un même sentir. Sur les raisons pour lesquelles ces continents comme les nôtres n'a pas atteint une unité fédérale, je crois que les raisons sont plusieurs. Il s'agit d'un mélange, je dirais, complexe des divisions internes, des rivalités, les différents caudillos, parfois, mais aussi des pressions extérieures, telles que celles exercées par les États-Unis. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a tout intérêt à aller vers une fédération, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, et à effectivement resserrer nos liens face aussi, comme je disais avant, à la montée des autres superpuissances. Et on est finalement entouré. Et il faudrait reconnaître une fois pour toutes, je dirais, qu'aucun de nos pays, aucun des pays européens peut survivre tout seul. Il faut essayer de survivre ensemble parce qu'on est tous trop petits. Au-delà de l'idéal européen, là, je pense que je sors de mon idéal, de mon sentir européen pour dire que bah, face à l'actualité, il faut s'unir. Ce n'est plus juste une question de moi, j'aimerais que, mais c'est une nécessité je trouve, pour les deux d'ailleurs, et pour l'Europe et pour l'Amérique latine. Même si en Amérique latine, on a des pays grands, comme si je pense au Brésil, ça peut être à lui tout seul une grande puissance. C'est qu'en Europe, je ne vois pas une seule grande puissance. Voilà. Merci. Alors, vous venez d'intégrer le conseil scientifique de l'UF. Je répète un grand merci. Ce conseil scientifique réunit maintenant une trentaine d'universitaires de différents domaines. Il y a des historiens comme vous, mais il y a aussi d'autres domaines. Euh, Comment voyez-vous votre rôle dans ce conseil scientifique, qui en fait est quelque chose d'assez nouveau, hein. En presque 80 ans d'histoire de l'Union des fédéralistes, on a ce conseil scientifique seulement depuis 3 ans. Oui. Euh, Enfin, comment vous voyez votre rôle dans ce conseil scientifique et qu'est-ce que vous pourriez est-ce que vous allez plutôt lui apporter? oui. Bah, tout d'abord, comme j'avais déjà dit, je suis vraiment super contente d'intégrer les conseils scientifiques de l'UF. Et ensuite, pour répondre à votre question, ce que je souhaite le plus, c'est sans doute contribuer à la diffusion de la connaissance sur l'Europe. Et non seulement sur l'Union européenne, mais sur ce qui est l'histoire commune de l'Europe, sur son patrimoine, sa mémoire. Finalement, comme on en avait déjà parlé, l'État-nation est aujourd'hui non seulement l'acteur principal des relations internationales en Europe, mais également l'une des références identitaires premières d'une grande majorité de nos concitoyens. Tandis qu'on pourrait presque défendre l'idée et le fait que l'Europe a une histoire millénaire, pardon, et l'État-nation n'est qu'un produit de l'histoire contemporaine. Enfin, je suis convaincue que l'un des problèmes majeurs est que l'Europe demeure un sujet finalement d'intellectuels, un sujet élitiste, d'élite, et il manque une conscience européenne, car à mon sens, il manque une éducation européenne. Je vais plus loin et ça, je reprends peut-être ce que j'avais dit vraiment pour répondre à votre première question sur mon idéal européen et sur mon parcours européen. La formation classique, l'étude du grec et du latin, l'étude des arts, sont souvent, des arts au pluriel bien évidemment, sont souvent considérées inutiles. Mais moi, des fois, je me pose la question, mais depuis quand l'école doit être utile? Les Grecs et les Latins nous aident à nous former comme citoyens du monde.
et en même temps à comprendre qui nous sommes en tant qu'Européens. L'étude des arts, toujours avec Hannes, nous donne un aperçu de ce que l'humanité, pour moi, je simplifie évidemment, a fait des bons. Et cette beauté n'a pas de frontières. Et l'histoire, bah, l'histoire n'est pas juste une histoire de guerre, c'est l'ouverture, les transferts culturels qui nous façonnent en tant qu'à la fois citoyens d'une région, d'un État, d'une Europe, du monde, et même d'une ville finalement ou d'un village. Et je trouve nécessaire qu'on puisse apprendre cela à partir de l'école. Je trouve enfin qu'il est nécessaire de partager notre histoire commune, non pas pour écrire un roman national européen, parce que sinon on aurait les mêmes problèmes, mais pour montrer une unité de l'Europe avec ses lumières et ses ombres, une unité qui est plurielle et n'efface pas la diversité, et aussi une Europe qui n'est pas forteresse, mais qui est ouverture sur le monde. Nous avons parlé tout au long de cet entretien de la Renaissance. Eh bien, la Renaissance naît de l'ouverture de l'Europe sur le monde, des communications avec des liens, des échanges avec le monde arabe, avec le monde byzantin. Et du coup, voilà, d'une ouverture tout particulièrement, et je conclus sur ça, sur la Méditerranée. Je pense que la Méditerranée, ça fait partie de notre futur, ensemble, en tant qu'Européens. Et on doit la retrouver. Elle ne peut pas devenir un cimetière. Ça, je tiens vraiment à le souligner. La Méditerranée est un espace d'échange. Voilà. Un grand Merci en tout merci. cas. Oui, Merci à vous. un grand merci Francesca, et nous aurons l'occasion de travailler ensemble avec le Conseil scientifique, avec l'Union des fédéralistes et avec tous les Européens qui aspirent aux idéaux que vous avez cités. Un grand merci. Je vous remercie beaucoup, Michel. Merci. Merci.